le son? Ok. Alors, bienvenue dans cette agora intitulée Vaccination obligatoire et impact sur la gestion des ressources humaines. Alors, cette agora sera co-animée par Audrey Nassolino qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation et qui est donc directrice adjointe des ressources humaines au CHU de Lille. Mon collègue Maxime Mathieu-Chef qui est donc juriste chez Hospi Média Réponse Expert. Et moi-même, donc Anne-Isabelle Potissec, responsable de l'équipe Hospi Média Réponse Expert. Alors juste en quelques mots pour situer notre service. En fait, nous sommes un service d'information juridique à destination des établissements de santé, donc à la fois secteur sanitaire et médico-social. Et nous répondons en fait à des problématiques juridiques que les établissements de santé peuvent se poser sur des thématiques très larges. Ça passe du droit des patients, la qualité et la gestion des risques, là on peut de commandes publiques ou encore des questions relatives aux ressources humaines. Alors en février dernier, pour certains, nous étions peut-être déjà rencontrés, mais sous un autre format avec Santexpo Live, via un webinaire qui portait sur la gestion des ressources humaines hospitalières en pleine crise, que retenir. Donc ça a été l'occasion pour l'équipe d'Hospi Média Réponse Expert de faire un premier décryptage juridique sur les premières mesures mises en place pour faire face à la crise sanitaire. Donc on était revenu sur des points tels que la suspension du jour de carence, le déplafonnement des heures supplémentaires ou encore les fameuses ASA, autorisations spéciales d'absence. Donc le Covid, on l'a vu, a bouleversé les règles de droit. Donc on peut même dire que comme le virus, les règles de droit ont muté. Et ce qui a provoqué en fait un bouleversement des pratiques aussi bien du côté des employeurs que du côté des agents ou des salariés. Tout le monde a dû s'adapter et notamment les équipes RH. Été 2021, eh bien, on se rend compte que le monde est toujours plongé en pleine pandémie et qu'on assiste quelque part un peu à un acte 2 de la Covid-19 avec la promulgation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Alors concrètement, eh bien, cette loi vient apporter des mesures nouvelles de gestion de la crise sanitaire ou entériner la poursuite de mesures préalablement engagées, comme par exemple eh bien, la mise en place du pass sanitaire, la création de l'obligation vaccinale pour les professionnels travaillant dans le secteur sanitaire et médico-social, ou encore avec la création d'un mécanisme d'autorisation d'absence permettant aux agents de se faire vacciner. On se rend compte en pratique que malheureusement la crise perdure, que la situation est de plus en plus tendue en termes de problématiques RH, avec dans un premier temps la gestion du pass sanitaire pour les équipes RH, une recrudescence dans l'après-Covid du taux d'absentéisme et du taux de démission, et puis une gestion lourde aussi de l'intérim. Nous-mêmes, on a pu se rendre compte en pratique que parfois les pouvoirs publics avaient tardé à publier certains textes, ce qui pouvait mettre les équipes RH dans des situations un petit peu délicates parce qu'on ne pouvait pas tout de suite apporter de réponse aux agents. Et nous-mêmes, en tant que service juridique externalisé pour les établissements de santé, parfois on avait des doutes sur l'interprétation des textes et on devait en fait osciller entre sécurité et insécurité juridique. Et c'est vrai que lorsque vous prenez la décision de suspendre un agent, ça répond à une procédure spécifique. Vous n'êtes pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire, mais il y a bien un cadre à respecter et il faut bien maîtriser les risques puisque vous interrompez la rémunération d'un agent. Alors l'objectif de cette agora aujourd'hui ne sera pas de revenir sur le champ d'application de l'obligation vaccinale qui est visée à l'article 12 de la loi, ni de revenir sur l'intemporalité, la mise en place progressive de l'OVAX avec les périodes transitoires que vous retrouvez succinctement sur le diapo derrière nous. Donc en fait, on va vous proposer un décryptage sous forme de questions-réponses avec une première partie axée sur les modalités de mise en œuvre du contrôle et dans un second temps, les conséquences du non-respect de l'OVAX. Et justement, ça sera intéressant d'avoir le retour d'expérience de Madame Assolino et de voir concrètement sur le terrain comment les choses se passent au CHU de Lille.
Alors, une première question sur le contrôle de l'obligation vaccinale et qui est en charge de contrôler l'OVAX. Alors bien, ce sont les employeurs qui sont chargés de contrôler le respect de l'obligation vaccinale pour les personnes qui sont placées sous leur responsabilité, donc y compris pour les agents publics. Et donc celles-ci doivent présenter le certificat de statut vaccinal ou le certificat de contre-indication. À savoir que le non-respect de l'obligation vaccinale par l'employeur est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € et plus en cas de récidive. En revanche, pour les autres personnes qui sont soumises à l'OVAX mais qui ne sont pas placées sous la responsabilité d'un employeur, là, ce sont les ARS en lien avec les organismes locaux d'assurance maladie qui contrôlent l'obligation vaccinale. Un point qui est important de souligner également, c'est que l'employeur peut déléguer sa responsabilité de contrôle dans les établissements de plus de 2000 agents ou salariés. Et dans ce cas, eh bien, il est nécessaire que les personnes qui sont donc délégataires de ce pouvoir respectent les dispositions du RGPD et de la CNIL lors de la remontée de ces informations. Donc, à savoir l'interdiction de transmettre les listes de noms de personnes. Nous, dans notre pratique, on a eu une question relative au MJPN, donc les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, de savoir si dans le cadre de leur mission, ils étaient soumis ou non à l'OVAX. Et dans le cadre de leur fonction, les MJPN, en tout cas à domicile, ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale ni au pass sanitaire. En revanche, subtilité, lorsqu'ils vont dans les établissements de santé ou dans les établissements médico-sociaux, là, ils ont la casquette de visiteurs, donc ils sont, dans ces cas-là, soumis à l'obligation vaccinale. Donc, pour conclure sur cette question, il est important, lors du contrôle, de dissocier le contrôle du pass sanitaire qui est là, donc c'est le responsable de la structure qui en est en charge. Et le contrôle de l'obligation vaccinale, là, c'est l'employeur qui est chargé de ce contrôle. Alors, je vais laisser la parole à Madame Asselineau pour justement nous faire un petit partage d'expérience sur cette question du contrôle de l'OVAX. Oui, vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux? Ok. Alors, la première chose, premier retour d'expérience qui concerne la chronologie des faits. Avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, on a eu l'obligation de vérifier que les professionnels de santé disposaient bien d'un pass sanitaire valide. En fait, ça a constitué une période un peu probatoire pour les établissements de santé pour en fait se rôder sur les circuits de vérification, de recueil, les attributions de chacun et surtout le périmètre de cette obligation. Je m'explique. Dès la période estivale, on a dû s'assurer que nos professionnels de santé seraient en mesure de présenter un pass sanitaire valide. Donc le pass sanitaire, ce n'est pas nécessairement un certificat de vaccination. Le pass sanitaire, ça peut être un dépistage PCR ou un test antigénique qui est valable pendant une période de 72 heures. Donc l'entrée en vigueur du pass sanitaire avant l'obligation vaccinale, ça a été un excellent test puisque on a dû se poser les questions suivantes. Qui est soumis à cette obligation? Donc au CHU de Lille, on a 16 000 professionnels, donc c'est une grande maison. Et lorsqu'on intègre aussi les étudiants en santé qui sont dans une situation professionnelle de par leur stage au sein des services, etc., on arrive à 19 000 personnes. Donc le directeur général était un petit peu surpris quand on lui a indiqué qu'il avait la responsabilité en tant qu'employeur de la vérification du statut vaccinal à terme de 19 000 personnes. Donc, c'est une chose d'avoir la responsabilité d'employeur. Ensuite, il a fallu s'assurer des circuits de vérification pour toutes les catégories de professionnels. Puisqu'il fallait aussi être pragmatique dans l'approche, qui serait en mesure de vérifier de façon efficace le fait que les étudiants disposent d'un pass sanitaire valide. Est-ce qu'on traite de la même manière les étudiants paramédicaux et les étudiants médicaux, les professionnels de santé du CHU, quid des patients, puisqu'il y avait aussi l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les patients et les accompagnants, donc ça faisait aussi partie de la responsabilité employeur. Donc c'était un certain nombre de cohortes avec des dates d'entrée en vigueur de l'obligation de présenter un pass sanitaire qui étaient distinctes.
Il y avait aussi le sujet des prestataires occasionnels. Donc toutes les personnes qui sont en charge de la maintenance par exemple ou des livraisons pour la pharmacie qui sont en fait des acteurs incontournables de la vie d'un hôpital et pour lesquels on était dans un certain flou sur est-ce qu'on doit vérifier le fait qu'ils disposent d'un pass sanitaire valide, qui doit le faire, comment est-ce qu'on met en place des points de filtrage. Donc c'était un certain nombre de questions pratiques qu'on a dû résoudre en un temps record. On a effectivement attendu longtemps un certain nombre de précisions dans des foires aux questions qui sont arrivées mais un peu tardivement. Et puis on a recruté aussi entre 20 et 30 selon les périodes de professionnels qui venaient en appui des points d'accueil pour faire du filtrage parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un phénomène de file d'attente aux entrées des bâtiments. Et que ça induise en fait aussi des risques de cluster paradoxalement. Donc la question s'est posée de manière particulièrement aiguë pour les visiteurs et les patients. Donc on a recruté ce qu'on appelle des gilets blancs, donc qui étaient en charge de l'accueil et de la vérification des passes sanitaires. Mais aussi, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on vérifie le pass sanitaire des professionnels? Est-ce qu'on fait aussi des points de filtrage? À quel moment est-ce qu'on doit vérifier le pass sanitaire? C'est des questions très concrètes en fait qu'on n'a pas envisagées à la lecture des textes, mais qui au moment de la mise en pratique s'avéraient cruciales. C'est des questions qui nous ont été posées par les représentants syndicaux dans les instances, parce qu'il a fallu aussi gérer la suranticipation, mais plutôt saine, de nos représentants du personnel sur des questions hygiène, sécurité, conditions de travail. Comment est-ce qu'en pratique, on va respecter le règlement général sur la protection des données? À quel moment est-ce qu'on va devoir transmettre le pass sanitaire? Si la personne n'a pas son pass sanitaire, est-ce qu'on la renvoie chez elle? Quel impact sur la continuité de service? Donc c'est des questions extrêmement concrètes qu'il a fallu qu'on résolve au fil de l'eau. Bon, je m'étends un petit peu sur cette longue histoire, mais sur la question des mises en place du contrôle de l'OVAX, les principales réponses qu'on a dû apporter et très rapidement, c'est qui est l'employeur, qui est responsable. Donc très schématiquement, ce qu'on a mis en place, c'est un circuit assez centralisé au niveau de la direction des ressources humaines. Donc c'était un copilotage des RH, direction des affaires médicales. On a demandé à ce que les professionnels transmettent leur passe sanitaire. Donc on a conçu le pass sanitaire comme un préalable à l'obligation vaccinale et un moyen d'accompagner la mise en œuvre de l'obligation vaccinale. Donc c'était un outil de pédagogie. On a mis en place des opérations de vérification aléatoire, c'est-à-dire qu'on avait un algorithme dans notre base de données RH où on tirait au sort en fait des noms de professionnels qui étaient présents le jour dit et qui avaient la journée pour transmettre par mail sur des boîtes mail génériques qu'on a mis en place leur justificatif. Et en leur indiquant qu'ils pouvaient soit venir présentiellement déposer leur justificatif, soit l'adresser par mail. Étant entendu que préalablement, toutes les personnes qui étaient derrière ces adresses mail avaient été habilitées par le directeur général du Mans pour connaître de ces informations, qui étaient consignées dans un registre anonymisé et étaient détruites chaque jour. Puisque c'est une procédure qui a été présentée à notre Data Protection Officer et qui était conforme au règlement général sur la protection des données. Cette habilitation était vérifiée au moment de la délivrance des tablettes qui avaient l'application Tous Anti-Covid Vérif. Et donc, la seule information que les professionnels de la DRH étaient en mesure de connaître au moment des opérations de vérification, c'était la personne qui adresse le certificat a bien le même nom que le nom qui figure sur le certificat. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas adresser un certificat pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était un point de vigilance absolue pour être conforme au RGPD. Deuxième chose, on scanne une information en fait, qui nous est délivrée par une tablette, mais on ne porte pas d'appréciation sur un certificat. C'est-à-dire que l'information qui découle de cette vérification, c'est vert ou c'est rouge, c'est tout. Donc on ne pouvait pas présumer de ce que le pass sanitaire était composé d'un PCR valide, en cours de validité, ou d'un vaccin, une dose, deux doses, puisque quand on scanne Tous Anti-Covid Vérif, c'est simplement vert ou rouge. Donc le personnel est en conformité ou pas. Si il n'y a pas de pass sanitaire ou si le pass sanitaire n'est pas valide, on remet un récépissé au professionnel
en le priant d'aller se rendre sur un site du campus de dépistage gratuit et sans rendez-vous, euh, avec 0 délai d'attente. Donc c'était un test antigénique sous la supervision d'un professionnel de santé. Et il revenait ensuite se présenter avec le certificat ainsi obtenu et qui lui indiquait s'il pouvait rester en poste ou non. Donc ça, c'était pour le contrôle du pass sanitaire. Est-ce que j'enchaîne sur le contrôle de l'obligation vaccinale pour présenter notre circuit ou pas? Alors, allez-y, avec Ouais, plaisir. Peut-être juste un petit peu plus plus court. rapidement, un peu plus court, voilà. Alors pour le contrôle de l'OVAX, en fait, on a repris le même circuit. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir le pass sanitaire juste avant. On est resté sur ces points de proximité RH avec des adresses mail génériques. Et donc, on a demandé à toutes les personnes d'adresser leur attestation, leur justificatif vaccinal. Et là, on avait toujours une habilitation des mêmes professionnels et on a consigné dans un registre l'information s'il y avait une dose ou 2 doses, puisque c'était une information qui était délivrée par l'application Tous Anti-Covid Vérif à ce moment-là. Merci Voilà. beaucoup pour ce premier partage, retour d'expérience. Donc j'embraye sur la deuxième question. Donc quid de l'obligation vaccinale des personnes ayant déjà eu la Covid-19 et du certificat de rétablissement. Donc ici, là, c'est donc l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 qui vient préciser les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire et qui vise expressément l'administration d'une seule dose. Donc les personnes ayant déjà eu la Covid-19 peuvent se voir, proposer l'administration d'une seule dose de vaccin. Et c'est ce même article qui précise que le certificat de rétablissement n'est valable que pour une durée de 6 mois. Donc, ce qui revient en fait à admettre qu'une durée maximale pour les professionnels de santé souhaitant se faire vacciner. Et donc le certificat de rétablissement, on le sait aujourd'hui, c'est bien une preuve sanitaire valide. Alors je ne sais pas si vous voulez intervenir sur cette question. Après, sinon Non, nous, c'est vraiment le service de santé au travail qui se prononçait en fait au cas par cas. Donc à chaque fois qu'on avait un certificat de rétablissement, comme je l'indiquais, nos professionnels de la DRH étaient habilités pour connaître d'une information à caractère strictement administratif, vert ou rouge pour schématiser, dès lors qu'il y avait une appréciation médicale apportée, même si ça figurait sur un certificat médical de façon très explicite, certificat de rétablissement à la Covid, on redirigeait vers un rendez-vous en médecine du travail et c'est uniquement la médecine du travail qui portait une appréciation sur une information à caractère médical. Merci. Alors, troisième question. Donc, les personnes avec contre-indication à la vaccination continuent-elles à être exemptées de dépistage itératif toutes les 72 heures? Alors, donc les personnes qui exercent dans les conditions qui les soumettent à l'OVAX sont exemptées temporairement ou définitivement de cette obligation on le sait, lorsqu'elles présentent une contre-indication vaccinale qui est donc reconnue par la réglementation. Donc c'était déjà le cas avant la promulgation de la loi du 5 août 2021, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc l'agent dans ces conditions ne se soumet pas à des dépistages itératifs toutes les 72 heures en complément du dit justificatif. Petit rappel, donc le certificat de contre-indication doit bien émaner d'un médecin et être établi via un formulaire homologué. On a interrogé le service de santé au travail sur les contre-indications à la vaccination anti-Covid. Et en fait, ce sont des cas rarissimes. Et je ne sais même pas si nous en avons au CHU de Lille. Alors, les professionnels de santé peuvent-ils s'autotester sans supervision? Donc là, on est reparti d'une question d'un de nos clients. Donc c'était un EHPAD. On avait un aide-soignant en fait qui refusait la vaccination et qui réalisait en fait des autotests sans la supervision d'un professionnel de santé et qui arguait que la supervision par un professionnel de santé allait à l'encontre des dispositions du Code de la santé publique, à savoir l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, qui impose le secret médical. Donc en fait, l'agent estimait que les autotests constituaient un moyen de preuve conforme au dispositif. Sauf qu'on sait très bien que le pouvoir réglementaire est expressément habilité par la loi du 5 août 2021 à déterminer les éléments qui permettent d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique
ne concluant pas à la contamination par la Covid. Habilitation qu'on retrouve également dans le décret du 7 août 2021 et qui précise bien que seul un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé peut être introduit comme un justificatif. Donc si votre agent vient avec une attestation sur l'honneur ou la facture d'un test, personne ne peut vérifier non seulement que le test a bien été fait correctement et que le résultat est négatif. Donc c'est pour ça que la fiabilité et l'opposabilité de ce justificatif sont bien subordonnées à la supervision par un professionnel de santé. Et l'argument que l'agent mettait en avant, à savoir que cette supervision était contraire au Code de la santé publique, là, il est juridiquement erroné. Je vous cite juste une décision du tribunal administratif de Pau du 16 septembre dernier qui précise bien sur la notion de secret médical que dans le cadre de l'OVAX, on n'est pas sur une atteinte disproportionnée au secret médical. Alors nous, c'était une demande forte de personnes qui étaient réticentes à la vaccination. Qui avaient tout un stock d'autotests en permanence dans leur poche et de pouvoir finalement, dès qu'ils étaient soumis à une opération de vérification aléatoire, s'autotester et parfois arguant du fait qu'ils étaient eux-mêmes professionnels de santé et habilités par le décret. Donc ça, c'était une question pour laquelle on a assumé notre prise de position alors que c'était une période où c'était encore un petit peu flou juridiquement si on était sécurisé sur cette prise de position. Et ça a été que non, l'important c'est tout de même qu'il y ait un tiers. On s'est appuyé sur le fait que le résultat du test devait être enregistré dans le logiciel SIDEP pour qu'on ait bien ensuite le justificatif et le QR code pour générer le pass sanitaire, le document administratif en fait. Donc c'est la façon qu'on a eu de gérer cette demande et de la réfréner. Le télétravail permet-il d'échapper à l'obligation vaccinale ? Donc là, ce qu'on a cherché à mettre en avant, je vous le disais en guise d'introduction, c'est que parfois on avait des doutes sur l'interprétation des textes et puis des incohérences. Et donc là, c'est un bel exemple parce qu'en fait, on a une contradiction entre la FAQ du ministère de la Santé et la FAQ du ministère du Travail, sachant que je vous rappelle que les FAQ n'ont pas de valeur normative, mais juste une valeur informative. Mais voilà, dans le quotidien, c'est des documents sur lesquels on s'appuie tous. Et donc pour la FAQ du ministère de la Santé, elle indique clairement qu'il n'y a pas de distinction pour les personnes qui sont en télétravail et qui donc sont soumises à l'obligation vaccinale. Alors que la FAQ du ministère du Travail sous-entend qu'en fait le télétravail est une solution alternative proposée par l'employeur, voire imposée au titre des circonstances exceptionnelles, si le salarié ne satisfait pas à l'obligation vaccinale. Donc par sécurité juridique, il faut bien partir du principe que le télétravail n'est pas un échappatoire et que donc les agents en télétravail sont également soumis à l'OVAX, à l'obligation vaccinale, et que si ils sont suspendus, comme leurs collègues qui travaillent dans les établissements, leur rémunération sera également suspendue. Oui, on a eu beaucoup de demandes en ce sens, c'est-à-dire de pouvoir échapper à l'obligation vaccinale par le télétravail ou par, je ne sais pas pourquoi, un changement d'affectation au sein de l'hôpital. Il y avait un fantasme que l'obligation vaccinale était pour les soignants parce que c'était le discours médiatique. Et donc, beaucoup de professionnels ont demandé oui, mais si je ne suis plus au contact des patients, si je suis dans un bureau ou si je suis en télétravail. Donc, pour la question du télétravail, on s'est référé au décret qui encadre le télétravail dans la fonction publique et qui mentionne qu'il ne peut pas être supérieur à... on ne peut pas avoir moins de 2 jours par semaine en présentiel au travail et qu'à ce titre, ce n'est pas une présence exceptionnelle qui justifierait une exemption de l'obligation vaccinale. Donc c'est comme ça qu'on a fondé notre réponse négative sur l'exemption à l'obligation vaccinale en raison de la modalité télétravail. Je me permets juste une petite précision à ce sujet-là, puisqu'on parlait justement de contradiction entre les textes, en l'occurrence, qui n'ont pas de valeur normative, mais qui sont quand même un instrument pour le quotidien, pour les directeurs et les managers qui sont obligés de jongler avec cette insécurité, qui ont besoin d'un appui. De manière générale, la jurisprudence actuelle, on a encore peu de retours, c'est beaucoup des jurisprudences qui sont rendues
en référé, donc en urgence et pas au fond. Mais l'interprétation qui pour l'instant semble primer, c'est une interprétation littérale de la loi et des décrets. Donc l'interprétation qui n'est pas forcément la plus sévère pour les agents, mais en l'occurrence, là, ce serait effectivement, il n'y a pas d'exonération ou de dérogation prévue en matière de télétravail, donc on applique strictement la lettre du texte, et du coup, ça serait en l'occurrence la position du ministère de la Santé qui serait celle à privilégier. Mais encore une fois, avec beaucoup de pincettes et de mesures, puisqu'on n'a pas encore de recul définitif à ce sujet de la part du juge. Merci. Un établissement médico-social doit-il refuser à un professionnel de participer à la synthèse d'un usager en visioconférence alors qu'il est suspendu dans le cadre de l'OVAX? Donc là, à nouveau, un exemple très concret qu'Hospi Média Réponse Expert a eu l'occasion de traiter. Donc en fait, c'est un établissement relevant du médico-social dans lequel tous les 6 mois en fait, ont lieu des synthèses qui rassemblent l'ensemble des intervenants autour de l'enfant en présentiel et en visioconférence pour discuter de bilan, de préconisation et d'orientation. Et en fait, là, en l'espèce, on a un professionnel de santé qui a été suspendu pour défaut d'obligation vaccinale et qui n'a pas pu terminer la rédaction de son bilan. Et il était le seul professionnel présent à la synthèse à connaître l'enfant. Donc en fait, il a demandé à participer à la synthèse par visio sur son temps personnel, donc dans l'intérêt de l'enfant et sans être rémunéré. Et c'est vrai que là, on se retrouve dans un consensus. Il faut allier la théorie et la pratique. La théorie, vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas travailler, donc vous n'êtes pas rémunéré. Et à la fois, vous avez un enfant, il y a une prise en charge de l'enfant à mettre en place et la continuité des soins. Et si ce professionnel n'intervient pas, il y aura un retard. Donc l'idée, c'est de sécuriser le process pour border en fait le cadre juridique. Donc l'idée, c'est de faire signer aux professionnels de santé un document qui précise les raisons pour lesquelles il intervient et de bien préciser que c'est à titre bénévole. Et c'est vrai que là, encore une fois, c'est une situation qui fait l'objet d'un vide juridique. Il n'y a aucune jurisprudence aujourd'hui qui s'est prononcée sur ce type de problématique. Donc il y a le droit et puis il y a la pratique et il faut trouver un consensus pour assurer la prise en charge des patients. Là, en l'occurrence, c'était d'un enfant, et pour éviter un retard dans la prise en charge. Donc, je vais laisser la parole à Maxime. Alors, une autre situation pratique qui a pu poser quelques soucis, c'était justement au niveau des alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, un agent qui, étant suspendu, souhaite quand même maintenir une activité? Alors, c'est vrai qu'il y a la question du cumul d'activités. Bien entendu, un agent ne pourrait pas forcément, par exemple, un personnel soignant ne va pas pouvoir exercer dans un autre établissement sanitaire ou médico-social, puisque sa problématique auprès de son employeur principal va se retrouver dans une autre structure. Mais les demandes restent légitimes, et comment les analyser quand elles se posent? Là-dessus, il n'y a aucune indication dans les textes réglementaires, ni même dans ces fameuses circulaires ou FAQ. C'est un point qui est totalement passé sous silence. Et donc c'est une première en fait, étape de raisonnement quand on est confronté comme ça à ce silence des textes, et on va le retrouver dans différents points et questions pratico-pratiques qui ont pu être soulevées. C'est pas la solution idéale, mais il est possible de se rapporter par analogie avec des situations similaires. Et en l'occurrence, c'est le cas de la suspension prononcée en attente d'une procédure disciplinaire. Alors, le ministère a bien rappelé que les mesures étaient distinctes. Il ne faut pas confondre la suspension dans le cadre de l'obligation vaccinale et la suspension disciplinaire. Mais même si ces mesures ne sont pas jumelles, elles restent quand même du moins cousines. On peut légitimement faire un rapprochement. Or, en matière de suspension dans le cadre de la procédure disciplinaire, le juge administratif considère qu'il n'y a pas d'interdiction de cumul. En fait, le cumul d'activités et l'interdiction qui est faite, c'est uniquement une mesure de protection du service public pour que l'agent se consacre principalement et intégralement à ses fonctions. Quand il est suspendu, par définition, cette exigence, elle cède.
Donc il est vraiment possible de considérer que si un agent arrive à trouver une activité extérieure, en théorie, le cumul pourrait être autorisé. La seule limite qu'on peut trouver à ça, c'est là encore d'un précédent jurisprudentiel par analogie. En comparaison, un agent qui était suspendu disciplinairement reste quand même soumis à ses obligations déontologiques et il ne faut pas du coup que l'activité qu'il exerce soit incompatible avec ses fonctions sur le plan de la probité ou encore de la moralité. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment ce cas très résiduel et très précis qui permettrait de refuser une autorisation de cumul. Mais on le voit bien, c'est voilà, quelque chose qui reste assez marginal et une autorisation de cumul, de manière générale, peut être accordée sans trop de risques juridiques pour un établissement. Alors, dans le privé, la situation est beaucoup plus simple, si je puis me permettre, puisque c'est un régime qui est beaucoup plus souple. Les seules restrictions qui concernent l'autorisation de cumul d'activité pour un salarié, ce sont celles liées au respect de la durée du travail entre les activités cumulées et les éventuelles préventions de conflits d'intérêts. Si par exemple dans le contrat de travail figure une clause d'exclusivité ou par rapport à l'obligation de loyauté envers l'employeur qui n'a pas besoin d'être stipulée dans le contrat de travail pour qu'elle existe. C'est une constance. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'interdiction dans le privé pour exercer une autre activité du moment que l'autre établissement ou l'autre structure ne sera pas soumise à l'obligation vaccinale ou au pass sanitaire, bien évidemment. Alors Madame Asselineau, je ne sais pas si vous souhaitiez rebondir là-dessus. C'est vrai que vous aviez parlé également de la disponibilité, mais je crois que vous aviez certains éléments sur le cumul. Oui, tout à fait. Alors, pour faire un petit retour d'expérience sur la situation des personnes suspendues au CHU de Lille, il y en a très peu. Donc, sur 16 000 professionnels, on a une vingtaine de personnes suspendues en raison de non-respect de l'obligation vaccinale. Donc, c'est proportionnellement un très très faible nombre. On s'attendait à avoir beaucoup de demandes de démission sur ces professionnels où, disons qu'ils cherchent à sortir de cette zone grise de la suspension. En fait, je pense qu'ils sont dans une période d'attente de la date du 15 novembre. En fait, c'est ce qu'ils expriment lorsqu'on a fait des entretiens avec eux pour exposer. C'est des entretiens qui sont prévus par le décret dans les 3 jours qui suivent la décision de suspension. Ils ont un entretien avec la direction des ressources humaines pour exposer les moyens qu'ils envisagent pour se mettre en conformité avec l'obligation vaccinale. En pratique, à l'occasion de ces entretiens, on évoque les différentes questions relatives à leur situation individuelle et les pistes pour sortir de cette suspension. Donc c'est plus souvent en fait l'employeur qui évoque la possibilité d'une disponibilité ou d'un cumul d'activités, puisque à partir du moment où ils ont ressenti l'impact en paye de l'absence de rémunération, ça amène à se poser certaines questions sur la poursuite de l'activité, tout simplement des questions de survie, hein. Donc pour des raisons tout à fait éthiques, évidemment, nous nous sommes demandé si on ne pouvait pas aller au-delà de la loi et savoir ce qui était permis dans le respect des textes pour autoriser ces personnes à avoir un moyen de subsistance, bien qu'ils ne soient pas autorisés à travailler et à ce titre pas autorisés à percevoir de rémunération. Et en fait, on a reçu qu'une demande de cumul et une demande de disponibilité. Donc ce qui est en fait très faible sur le faible nombre de personnes suspendues. Et on a décidé de les traiter comme le droit commun. C'est exactement la solution que vous indiquiez. C'est-à-dire que on n'a pas d'opposition de principe à ces demandes de disponibilité ou ces demandes de cumul d'activité. Néanmoins, on demande à renseigner précisément les missions exercées antérieurement au sein du CHU et les missions envisagées dans le cadre du cumul pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle en termes de déontologie à l'exercice de nouvelles fonctions. C'est vrai que le retour au droit commun, comme vous le soulignez, c'est certainement un des premiers réflexes à avoir en termes de grille de lecture dès lors qu'on se retrouve face à une situation de pseudo-vide juridique. Et pour la disponibilité, c'est effectivement un exemple qui est assez marquant puisque la mobilité, on le rappellera, pour les fonctionnaires et agents publics, c'est une garantie fondamentale de leur carrière. Je cite le statut général à ce niveau-là. Donc en fait, dès lors que la disponibilité est de droit, la suspension qui est prononcée est sans incidence, la disponibilité doit être accordée. Et quand elle est sur autorisation,
La règle, c'est que le refus de l'employeur, hors le cas bien sûr où l'agent ne répond pas aux conditions pour en bénéficier, le seul cas de refus, ça sera les nécessités du service. Or, ces nécessités du service, il faut les caractériser concrètement et ça revient en fait à démontrer la présence indispensable de l'agent dans les services. Sauf que si l'agent est suspendu, on voit bien que par essence, cette condition, elle est virtuellement impossible à démontrer. Donc la présence indispensable, on ne pourra pas s'appuyer dessus, les nécessités du service ne pourront pas être un obstacle, et il faut faire droit, en théorie, sous réserve des critères déontologiques, à une telle demande. Je voudrais ajouter une petite précision qui est que même si on a un faible nombre de suspendus, pour beaucoup, ils exercent un métier soignant et ils seront soumis, quelles que soient leurs conditions d'activité, à cette obligation vaccinale. Donc pour beaucoup, c'est très difficile parce que ils doivent en fait envisager une reconversion à l'exception notable de professionnels de la petite enfance qui, ou de soignants au sein du CHU qui en fait vont postuler dans le cadre d'un cumul en Belgique dans le secteur de la petite enfance où en fait ils ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Donc ça c'est un peu la seule petite porte de fuite pour eux. Mais sinon vous avez j'ai en tête la situation d'une manipulatrice en électroradiologie, une psychologue. Bon bah voilà, pour eux c'est vraiment une décision avec des conséquences très lourdes puisque ils ne peuvent pas envisager simplement d'exercer dans un autre lieu, ils doivent envisager d'exercer un autre métier. Alors, je ne sais pas également si au niveau des alternatives qui ont pu être envisagées et discutées dans le cadre de la pédagogie que vous avez mis en œuvre avec vos personnels, il y a par exemple des ruptures conventionnelles qui ont été soulevées, qui vous ont été remontées, des demandes à ce niveau-là? Alors, il y a eu une seule demande de rupture conventionnelle. C'est vrai que c'est un dispositif nouveau, hein, relativement d'existence récente dans les hôpitaux publics. Nous n'y sommes pas favorables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a une opposition de principe, pas sur la rupture conventionnelle en général, mais dans le cas particulier des personnes suspendues, puisque il y a tout de même une certaine sensibilité à avoir sur cette question-là, puisque les personnes suspendues ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, choix que l'on respecte, mais qui a des conséquences. Et c'est un message difficile à assumer en tant qu'employeur de mettre un terme à la relation contractuelle avec un agent qui ne se plie pas aux règles du collectif, c'est-à-dire la vaccination, là où l'immense majorité des professionnels du CHU se sont fait vacciner et parfois se serait très bien porté de ne pas être contraint de le faire. Donc on doit avoir une approche mesurée qui tienne compte aussi de ce qu'il peut se dire dans les services et du ressenti par les équipes. On a aussi cette difficulté face à des demandes de personnes suspendues qui concernent leur droit à congé. Ils ont épargné des congés et leur demande c'est de mettre un terme à la suspension ou du moins une pause durant laquelle ils positionneraient le stock de jours de congé pour être rémunérés puisque cela correspond à des jours de congé et non à une période de suspension. Donc c'est une question assez épineuse et donc on gère ces demandes au cas par cas et souvent ça se solde par un entretien où on explique à la personne précisément sa situation. C'est vrai que le dialogue, on en discutait tout à l'heure, mais peut-être qu'un retour serait intéressant aussi sur ces entretiens, justement, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses dont on pourrait discuter, mais alors on parlait de la rupture conventionnelle, juste avant de parler justement des autres cas de fin de fonction, peut-être, je sais que ça peut certainement intéresser, vous, le process que vous avez mis en œuvre, c'est vrai que ça méritait, je trouve, d'être évoqué. Donc au CHU, on a été assez vigilant à la manière de communiquer sur l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, comme beaucoup d'établissements, mais disons qu'on y a accordé une importance majeure. Donc on a dépassé un petit peu l'obligation qui est posée par le décret d'organiser un entretien avec l'employeur, en fait la DRH, dans les 3 jours qui suivent la décision de suspension.
En fait, on a d'abord informé par courrier tous les professionnels du CHU qui n'avaient pas déjà envoyé leur justificatif d'obligation vaccinale de l'entrée en vigueur de cette obligation, pour être sûr que tout le monde aurait bien l'information. Par ailleurs, on a accordé une importance particulière aux professionnels du CHU qui étaient éloignés du CHU temporairement. Les personnes en situation de maladie, congé maternité, congé parental, etc., qui, par principe, étaient assez éloignés des circuits d'information internes. Et qui, pour beaucoup, pensaient en toute bonne foi que l'obligation vaccinale n'était que pour les soignants. Les médecins, également, sont souvent assez éloignés des communications internes. Et donc, il faut aussi avoir un mode de communication très particulier pour qu'ils comprennent à qui s'adresser, etc. En complément de ce premier niveau d'information, on a mis en place des entretiens. C'est-à-dire que à 3 jours de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, donc vague 1, on va dire 15 septembre, puis vague 2, 16 octobre, on a fait une extraction dans notre base de tous les professionnels qui, pour la première vague, n'étaient pas en conformité avec l'obligation d'être vaccinés au moins une dose, et tous les professionnels qui n'étaient pas en conformité avec l'obligation d'être vaccinés au moins 2 doses. C'était les 2 critères à ces 2 phases de l'obligation d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Donc tout cela, on les a convoqués par courrier, en leur demandant d'envoyer leur justificatif s'ils l'avaient en leur possession, et on leur a programmé des entretiens avec les cadres de la direction des ressources humaines. Donc pendant à chaque fois, le gros rush, ça a été entre le 10 et le 15 septembre. On a organisé des dizaines d'entretiens. Et donc, pour la plupart des gens qui se sont rendus à ces entretiens, ils avaient simplement oublié où il y avait une erreur dans la transmission du justificatif. Mais pour certains, on a pu déceler que non, ils ne comptaient pas se faire vacciner. Donc ces entretiens étaient délégués au cadre de la direction, avec finalement une trame d'entretien, une sorte de foire aux questions avec les principales questions que pouvaient poser les agents, et surtout un compte-rendu qui était réalisé immédiatement à l'issue de l'entretien et co-signé, ce qui permettait d'assurer vraiment un suivi et une traçabilité des décisions des agents. Et on avait par ailleurs un tableur Excel où on renseignait si la situation était réglée à l'issue de l'entretien, ce qui était la plupart des cas, si la personne peut-être avait changé d'avis au cours de l'entretien, parce qu'on rappelait évidemment au cours de ces entretiens la possibilité de prendre rendez-vous en médecine du travail pour se faire vacciner, etc. Et donc c'était en fait quelque chose qu'on a mis en place en plus de l'obligation qu'on a aussi respectée de recevoir les agents à 3 jours de leur suspension. Donc ça, c'est ce qu'on a fait comme tous les établissements de santé. Voilà. Et je pense que cette vague d'entretien, qui a d'ailleurs été saluée par les organisations syndicales, nous a permis d'avoir moins de suspensions et que ça se passe bien. En fait, on n'a pas eu de moments compliqués, on n'a pas eu de happening, les gens se sont sentis respectés aussi dans leur choix de ne pas se faire vacciner. On avait préparé des éléments de langage et surtout on indiquait de ne jamais rentrer dans le fond de l'opportunité d'être vacciné ou non et de toujours rester sur des aspects légaux et d'être dans le respect en fait des convictions des personnes. Et ça a permis de débloquer beaucoup de situations. Alors, je crois qu'en ce moment, pour vous, ça affiche... alors, non, elle est passée. C'est vrai que de toute façon, sur le licenciement, je serai bref. Voilà, quand le dialogue n'est plus possible et qu'on en arrive éventuellement à la fin de la relation de travail, alors il faut oublier cette idée préconçue qu'il faut licencier l'agent. Ce licenciement ad hoc pour défaut d'obligation vaccinale, il n'est pas passé dans le texte final, c'était évoqué dans le projet de loi. Mais inversement, maintenant, on peut lire énormément qu'il y a interdiction de licenciement. Ce n'est pas le cas. Ce motif de licenciement spécifique n'a pas vu le jour, mais en fait, c'est simplement que le Sénat, quand il avait refusé ce dispositif, renvoie en fait au droit commun. Donc, si jamais le licenciement d'un agent ou d'un salarié doit être envisagé, il faut s'appuyer du coup sur les motifs traditionnels. Dans le secteur public, insuffisance professionnelle, inaptitude physique, motifs disciplinaires, suppression de poste. Et dans le secteur privé, la seule exigence, c'est que le licenciement constitue une cause réelle et sérieuse
qui est une catégorie qui est non limitative et plutôt ouverte. Justement à ce sujet, on rappellera que dans le secteur public, il n'y a pas de licenciement pour absence prolongée qui désorganiserait le service. C'est uniquement dans le secteur privé et pour les salariés en CDI. Donc il faut se rapporter au droit commun quand le licenciement se pose vis-à-vis de vos personnels. Alors, le sort du contrat de travail plus particulièrement, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, il amène également plusieurs interrogations. Alors, il y a celui de la période d'essai. Doit-elle être prolongée ou non? Là-dessus, on est sur un vide juridique particulièrement marqué, puisque ce sont des principes jurisprudentiels, et dans le secteur public, il n'y a aucune disposition, et le juge administratif ne s'est lui-même jamais prononcé. Donc on n'a pas cette possibilité d'analogie, comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors, la solution, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de se rapporter aux termes de la loi et de l'interprétation littérale. Que nous dit la loi? Elle nous dit que lorsque le CDD d'un agent est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier est suspendu à ce moment-là. Donc, en fait, vous êtes presque en quasi-situation de compétences liées. Donc, il n'y a pas, a priori, de prolongation à envisager de la période d'essai, comme ça peut être le cas, par exemple, pendant les congés ou arrêts maladie. Mais justement, cette situation-là, elle amène aussi d'autres questionnements, par exemple sur la prime de précarité. Est-ce qu'on doit verser la prime de précarité si le CDD doit prendre fin parce que l'agent est suspendu? Là-dessus, encore un silence parfait des textes. Et comme le disait Madame Asselineau, il n'est pas du tout ici question de se prononcer sur l'opportunité ou sur des considérations philosophiques ou sociales par rapport au bien fondé ou non de se faire vacciner. Mais on peut se demander qui est à l'initiative dans ce cas-là de la fin de la relation de travail. Alors, pour la prime de précarité, c'est pas vraiment un obstacle juridique, puisque même quand le non-renouvellement du contrat, quand il y a une proposition de renouvellement de contrat qui est faite, même lorsqu'elle est à l'initiative de l'agent, il ne perd pas son droit à la prime de précarité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Le seul cas, ce serait si l'agent refuserait une proposition de CDI à condition d'emploi et de rémunération équivalent. Mais par exemple, vous pouvez proposer un CDD à votre agent ou à votre salarié. S'il le refuse, il conserve le droit à la prime de précarité. Là où c'est un petit peu plus problématique, c'est concernant l'ouverture des droits au chômage. Puisque là, le critère et la notion clé, c'est la notion de perte involontaire d'emploi. Du coup, à qui est imputable cette perte d'emploi? Est-ce que c'est à l'agent qui, techniquement, n'a pas voulu se faire vacciner? Et dans ce cas-là, la perte d'emploi serait volontaire, hein. Ou est-ce que c'est l'employeur qui n'avait pas le choix et n'a pas pu renouveler le contrat? Et dans ce cas-là, l'ouverture des droits au chômage serait acquise au profit de l'agent. Il n'y a pas encore de solution, mais là encore, la sécurité juridique serait de se rapporter à la lettre du texte. Puisque l'employeur ne peut pas renouveler le contrat, techniquement, ce serait lui qui serait à l'initiative de cette cessation de la relation de travail, et donc les agents et les salariés pourraient percevoir les droits au chômage malgré leur refus de se faire vacciner. Très rapidement, ce qui est appliqué au CHU de Lille, ça s'est trouvé pour un certain nombre de professionnels en CDD qui avaient satisfait à leur obligation de disposer d'une dose de vaccin quand ils ont été recrutés, donc à la fin de l'été, début septembre, mais qui, assez étonnamment, n'ont pas souhaité répondre à l'obligation d'avoir une deuxième dose. Donc pour cela, on a appliqué strictement la lettre du texte, c'est-à-dire que leur CDD a pris fin au terme initialement prévu par le contrat. On n'a pas prolongé la période d'essai. Ceux-là se sont vus appliquer lorsqu'ils y étaient éligibles la prime de précarité. Et s'ils n'avaient pas un emploi immédiatement derrière et qu'ils allaient à Pôle emploi, ils ont perçu les aides au retour à l'emploi. Alors, autre situation qui est celle du coup des représentants du personnel qui sont du coup suspendus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sont suspendus de leur fonction, mais qu'en est-il de leur mandat? Alors la jurisprudence traditionnelle dans le secteur public et dans le secteur privé, c'est qu'ils peuvent continuer à exercer leur mandat malgré leur suspension de fonction. Ce sont deux choses distinctes et la suspension de fonction est sans incidence sur les fonctions représentatives.
La FAQ du ministère du Travail reprenait cette solution, qui est traditionnelle, sauf que les premières décisions de jurisprudence sont venues contredire cette position à laquelle on pouvait s'attendre. Et en fait, le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre 2020, est venu considérer que du fait que l'agent était amené à intervenir dans les locaux de l'établissement, donc accompagner les personnels en entretien, à des réunions, distribuer des tracts, se rendre dans les locaux syndicaux mis à sa disposition, il n'exerçait pas une simple tâche ponctuelle et était véritablement soumis à l'obligation vaccinale. Alors c'est vrai que c'était une situation on pouvait anticiper, mais qui reste relativement surprenante par rapport, encore une fois, à la jurisprudence antérieure. Le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, jusqu'à présent avait une interprétation qui était antinomique avec celle-là. Et c'est vrai que du coup, on constate un resserrement de la jurisprudence qui s'oriente plutôt vers une application rigoureuse de l'obligation vaccinale en la matière. On a eu de la chance au CHU de Lille puisque malgré des prises de position publiques assez clairement contre l'obligation vaccinale, l'ensemble de nos temps pleins syndicaux, donc au CHU de Lille c'est plus de 100 personnes, hein, ont respecté leur obligation vaccinale. Donc la situation ne s'est pas présentée. Et une dernière situation qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à faire couler beaucoup d'encre, puisque c'est une situation qui n'est pas fixée, et c'est celle des arrêts maladie. Alors, dans le secteur privé, si vous me permettez l'expression, c'est un petit peu la question de l'œuf et de la poule. C'est de savoir qu'est-ce qui est intervenu en premier, l'arrêt maladie ou la suspension. Si l'arrêt maladie est intervenu avant la suspension du contrat de travail, c'est l'arrêt maladie qui prime. Inversement, ce sera la suspension qui prime sur l'arrêt de travail. Dans le secteur public, c'est un petit peu plus compliqué, puisque la jurisprudence administrative, jusqu'à présent, tendait à considérer que le congé maladie prévaut sur toute autre situation statutaire. On l'avait vu par exemple sur les congés annuels, un agent qui est en congé et qui se retrouve malade est placé en congé maladie et il bénéficie du reliquat de congé ensuite. Mais cette situation, elle avait été également transposée à la suspension. Cette situation a été transposée à la suspension disciplinaire. On le disait tout à l'heure, il y a un rapprochement qui peut être fait avec la suspension pour défaut d'obligation vaccinale. En fait, le congé maladie interrompt les autres situations statutaires et prévaut de manière générale. C'est la situation qui prévalait jusqu'à présent de manière générale dans le droit commun. On a plusieurs décisions qui ont été rendues en référé qui semblent s'aligner sur cette solution aussi. Alors vous avez quelques exemples qui vous sont affichés si vous souhaitez connaître notamment les juridictions dont relève éventuellement votre établissement. Ça peut être utile de savoir comment se positionne le tribunal administratif dans votre ressort. Et la raison en fait qui est avancée là-dessus par le juge, c'est que l'agent ne constitue pas un risque. C'est vraiment les termes qui ont été employés dans ces décisions-là, c'est que le congé maladie empêche l'agent d'être présent dans l'établissement, donc il ne constitue pas un risque pour les patients et pour ses collègues. Donc à ce niveau-là, le congé maladie doit primer. Sauf que bien évidemment ça serait trop simple, on a d'autres juridictions administratives qui sont venues adopter une position complètement contradictoire et le raisonnement derrière c'est de dire que les règles spéciales doivent déroger aux règles générales. L'obligation vaccinale est une règle spéciale, donc on doit sortir du droit commun et de la position qui est habituellement retenue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'obligation vaccinale suspend la rémunération de l'agent, et le juge considère que ça aurait pour effet, je cite, de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas bénéficié d'un tel congé. Donc en fait, pour l'instant, on se retrouve avec des jurisprudences qui sont discordantes, qui du coup créent une insécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le ministère de la Santé retenait jusqu'à présent, lui, la solution traditionnelle du juge administratif. Le congé maladie prévaut en toutes circonstances. Nos hôtes de la FHF, en revanche, considéraient que la réception de l'arrêt maladie ne vient pas interrompre la suspension. Et donc pour l'instant, on est vraiment en l'attente de davantage de décisions, notamment des décisions au fond qui permettront de se prononcer avec davantage de certitude.
Ce qui est sûr de manière générale, pour conclure sur cette situation, c'est qu'on a vraiment des solutions qui sont en demi-teinte. Il n'y a pas vraiment de sécurité juridique, pas vraiment de certitude juridique. Donc ce qu'on peut faire, en fait, la méthodologie que je préconiserais à un décideur, ce serait du coup de retenir une grille d'analyse pour toute situation, toutes celles qu'on a pu évoquer, à 3 niveaux. Donc le premier, c'est est-ce qu'il existe une disposition expresse dans la loi ou dans les décrets d'application sur l'obligation vaccinale? Si la loi est claire, on l'applique, surtout comme on le disait précédemment, le juge tend à privilégier l'interprétation littérale de la loi. S'il y a un doute ou qu'il y a un vide juridique, on est sur le deuxième niveau de lecture. Que dit la jurisprudence en la matière? Alors, de préférence, la jurisprudence qui s'est prononcée jusqu'à présent sur l'obligation vaccinale, même si encore une fois on a majoritairement des décisions en référé et pas au fond, et le droit commun, la jurisprudence habituelle et antérieure pour raisonner par analogie. Et si on n'a aucun de ces éléments-là, ou de manière générale pour ajouter une grille de lecture supplémentaire pour vous aider à vous guider dans vos décisions, c'est quelle est la position des autorités publiques. Alors c'est vrai qu'il y a jusqu'à présent certaines juridictions qui ont censuré expressément les établissements qui s'étaient appuyés sur ces FAQ du ministère ou des circulaires. Voilà. Ce sont des instruments qui n'ont aucune valeur juridique et le juge l'a rappelé noir sur blanc dans ses décisions. On ne peut pas se prévaloir de ces instruments-là pour arguer d'une certaine interprétation ou d'une autre. Mais ça reste des instruments qui peuvent quand même vous guider à tout le moins ou vous éclairer dans vos pratiques. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas davantage de précision, les directeurs, les managers sur le terrain, ils ont un peu la situation, si je peux me permettre de reprendre la formule d'une directrice que je trouve assez juste, d'équilibriste du quotidien, puisqu'ils sont vraiment obligés de jongler avec les règles de droit. Et ce qui suppose à la fois une bonne connaissance du dispositif en vigueur, mais également de toutes les règles qui pourraient pallier certains trous dans la réglementation. Je pense qu'on a bien débordé, on arrive à la fin de cette agora. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on va vous ramener un micro, ce sera peut-être plus simple. Merci. Bonjour, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard. Vous avez peut-être abordé ce sujet. Donc Anne-Claude Gréton, DRH à Valenciennes. Je voulais savoir quel était l'avenir des personnes actuellement suspendues. Donc voilà, on va avoir la question par les organisations syndicales. Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'éléments à apporter sur est-ce qu'on va vers un licenciement. Qu'est-ce qui va advenir de ces personnes si elles restent dans cette posture anti-vaccination? Alors, comme le disait Madame Asselineau tout à l'heure, c'est effectivement, il y a beaucoup d'agents qui sont dans une situation d'attente et ils ne savent pas du coup comment se prononcer. Alors, pour l'instant, l'obligation vaccinale, elle se pérennise, donc c'est une situation qui va être amenée à perdurer. Il n'y a pas vraiment de méthodologie à ce niveau-là. En fait, comme je le disais, on se rapporte au droit commun. C'est-à-dire que du coup, si la situation perdure, l'agent va rester techniquement indéfiniment comme ça, sauf bien sûr à ce qu'il y ait le terme d'un contrat de travail à durée déterminée qui vienne interrompre de manière anticipée la relation de travail. Mais par exemple, pour un titulaire ou pour un agent en CDI, en fait, les solutions, ça va être d'envisager la rupture conventionnelle, la démission ou le licenciement pour l'un des motifs classiques. Donc il n'y a pas vraiment d'outils spécialisés puisque le licenciement spécifique pour défaut d'obligation vaccinale n'a pas été consacré. Et en fait, c'est vraiment de la gestion au cas par cas, selon le dialogue qui peut être mis en place avec les agents principalement. Enfin, si on va sur la rupture conventionnelle pour les personnes qui ont refusé de se faire vacciner, sur des CDI, je pense que on va pas se faire bien voir. Si on donne de l'argent à des personnes qui n'ont pas suivi la consigne, là on est quand même dans l'antithèse absolue. Et puis en attendant, ça bloque des postes quand même. Donc on n'est pas tous en situation très favorable pour le recrutement, mais d'un autre côté, c'est quand même des postes de titulaires ou de CDI, et donc on peut n'y mettre que des personnes en remplacement, ce qui n'est pas très attractif.
Je partage totalement votre interprétation là-dessus. C'est vrai que le licenciement a fait beaucoup de bruit quand il a été évoqué, justement, le licenciement pour défaut d'obligation vaccinale. On l'a écarté puisqu'on considérait que c'était une mesure un peu de sanction et de censure, sauf qu'au final, c'était pas forcément quelque chose qui devait être connoté de cette façon. C'était aussi un moyen de dire qu'on peut, que l'agent peut, avec davantage de sécurité, quitter son emploi en étant licencié. Voilà, il est licencié, il a le droit au chômage, ce qui est une certitude, il a le droit à la prime de précarité. Il n'est pas contraint lui-même au bout d'un moment de présenter sa démission. De la même façon, pour l'employeur, ça permet d'avoir un motif spécifique pour mettre un terme à ce contrat qui bloque un emploi potentiellement qui reste non vacant ou qui empêche certains recrutements. Voilà, parce qu'on peut se retrouver avec un agent un peu indécis qui va prendre du temps à se décider, qui va finalement céder, mais du coup on a pris un contractuel pour le remplacer en attendant. On se retrouve avec double effectif. Donc bien évidemment sur le point de vue de la gestion des ressources humaines, c'est épineux et c'est pour ça vraiment qu'il faut vraiment... Ça boucle avec ce que vous disiez tout à l'heure en termes de jurisprudence, c'est-à-dire que si on ne suspend pas une personne en arrêt maladie pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ça veut dire aussi que c'est la société qui paye l'arrêt maladie avec des médecins suffisamment complaisants pour les prolonger. Le coût social, il est quand même majeur. Donc une prise de position politique sur ce sujet serait quand même bienvenue. Alors c'est pas à nous de le résoudre là, mais si on peut aussi solliciter la DGOS sur ce point pour avoir un positionnement à un moment, ça serait utile. Alors évidemment, c'est pas beaucoup de personnes, c'est très variable d'un établissement à l'autre. Mais c'est très regardé et c'est à titre d'exemple pour les organisations syndicales, les autres agents, etc. Tout à fait. Là, sur ce point-là, juste pour vous répondre, c'est vrai que l'une des prises de position qui est attendue, c'est celle du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, voire du législateur lui-même, pour préciser en fait cette notion qui est un petit peu, vous parliez de la maladie, qui est la notion d'exercice de l'activité dans l'établissement. Est-ce qu'il faut considérer que ce sont les agents qui sont en mesure d'exercer leur activité ou les agents en position d'activité ? Dans le secteur privé, la difficulté va être à peu près la même aussi. Et en fait, sur la maladie, c'est effectivement un des points qui peut poser ce problème et qui peut susciter des inégalités. Mais c'est vrai que ça n'a rien de nouveau sur ce point-là dans le cadre de la gestion de la crise Covid. On peut penser par exemple à des situations qui sont profondément inéquitables. Par exemple, les agents qui avaient été placés en arrêt maladie au lieu d'être placés en autorisation spéciale d'absence et qui du coup ont perdu leur droit à rémunération sur la prime de service, contrairement aux agents qui eux étaient en ASA. Donc c'est aussi tout un souci de communication de la part des autorités ou dans la rédaction des textes qui sont peut-être pris un peu de manière parfois un peu hâtive. Les autorités publiques ont des contraintes aussi. Mais c'est vrai que ce défaut de clarté, des fois, peut être déploré. Oui, je voulais ajouter un point sur le devenir des personnes suspendues. Il y a, je pense, quelque chose qui serait envisagé, mais évidemment, ça dépend de la prise de position sur le sujet de la médecine du travail. C'est la question de prendre la situation sous l'angle de l'aptitude aux fonctions. Puisque normalement, quand on entre dans un établissement de santé, on a une visite médicale à l'occasion de laquelle le médecin du travail s'assure de ce que le candidat au recrutement remplit bien toutes ses obligations, y compris sanitaires, c'est-à-dire le vaccin contre l'hépatite B, la radio de poumon, etc., etc. Et donc à ce titre, maintenant, il y a l'obligation vaccinale anti-Covid. Donc peut-être que si on convoquait les personnes suspendues dans le cadre d'un entretien de reprise au cours duquel la médecine du travail est réputée vérifier l'aptitude aux fonctions, elles seraient contraintes de remettre un certificat d'inaptitude, au moins temporaire, et ça pourrait permettre de dérouler une procédure de licenciement pour une aptitude définitive à toute fonction, mais au sein de l'hôpital. Alors c'est vraiment prendre le sujet vers le petit bout de la lorgnette, mais en cas d'immobilisme sur ces sujets-là, ça pourrait être quelque chose à envisager. Oui, merci pour cette proposition. Encore faut-il que le médecin du travail accepte. C'est une proposition qui, à ce stade, a été refusée, de principe. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à vous, justement.
à propos de ce que vous avez mentionné dans votre propos de ceux qui jouaient la montre jusqu'au 15 novembre dans la suspension, en considérant que voilà, c'est la date ultime. J'ai eu droit aussi à cette interprétation dans mon établissement et je voudrais un peu savoir comment vous traitez cette échéance. Est-ce que c'en est une pour vous ou pas? Je pense qu'on a eu la même réaction, c'est-à-dire qu'on reste dans une posture d'écoute, mais on indique bien aux personnes qu'on a en face de nous que le 15 novembre marque simplement une borne temporelle dans le décret, mais que ce n'est en aucun cas un terme pour le caractère obligatoire de l'obligation vaccinale. Et à titre personnel, j'ai souvent cette expression qui est « on ne va pas dévacciner vos collègues qui sont vaccinés ». Donc c'est une expression un peu voilà, très pragmatique, mais voilà. Après, on est souvent face à des gens qui n'entendent pas un certain nombre d'informations qui ne rentrent pas dans leurs souhaits. Hein. Pour beaucoup, ils ont cette échéance du 15 novembre et ils indiquent qu'ils reviendront vers la DRH le 15 novembre. Merci à tous, on a bien débordé. Donc si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous retrouver sur notre stand qui est juste derrière Hospimedia, le stand D19, si vous avez d'autres questions à nous poser. Merci beaucoup.